Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. On est le 29 mars. Un petit peu d'informations, évidemment, l'Ukraine avec les hauts, les bas, ces montagnes russes au niveau de l'Ukraine. Regardez graphiquement, ça a l'air de quoi? Je regarde un petit peu là, le blé. On transige beaucoup les manchettes, hein, les nouvelles qui arrivent le matin, la nuit, à midi. Oh, et là, on réagit. Aujourd'hui, bon, il y avait un petit peu d'informations comme quoi certaines régions il y avait des soldats russes qui s'en allaient. Bon. Est-ce que ça veut dire que le conflit est réglé? J'ai de la misère à savoir exactement si c'est le cas, mais le marché a réagi de manière assez positive face à ça. Quand je dis positif, positivement dans le sens d'avoir une résolution du conflit, ça fait baisser les prix. OK? Donc, on a déjà hein, une augmentation majeure. On laisse filer peut-être la moitié de cette augmentation-là actuellement. On est encore dans des niveaux qui sont très élevés historiquement pour le blé. Mais c'est un peu la même chose, même techniquement un petit peu de signal de vente avec un nouveau haut, une fermeture un peu en baisse. Ça semble être un marché qui, évidemment, fait des allers-retours, qui se demande aussi ça va être quoi la prochaine direction. Aujourd'hui, ben, on a un mouvement un petit peu technique et négatif par rapport à ces prix-là. Mais comme dans le cas du blé, on est dans des niveaux de prix extrêmement élevés. OK? Donc, c'était vraiment ça les manchettes. Si ça va bien dans le sens d'une résolution de conflit, les prix baissent, mais je pense qu'il est encore beaucoup trop tôt pour s'aventurer à ce niveau-là. Cette semaine, l'USDA, le 31 mars, OK, il va y avoir les ensemencements, ça c'est très important, et il va aussi y avoir les stocks de grains au 1er mars. Donc, deux informations très pertinentes. Des rapports USDA importants dans l'année, il y en a quelques-uns. Et définitivement, celui-là est un de ceux qui sont très importants. Probablement le top 3. OK? Les stocks de grains, on s'attend à avoir 7,8 milliards au 1er mars. OK? Je vous explique un peu comment c'est fait, ces stocks de grains-là. J'ai 1,9 pour le soya, 1 milliard pour le blé. Comment ces informations-là sont récoltées? C'est vraiment de dire, bien, aujourd'hui, au 31 mars, l'USDA estime qu'il y a tant d'inventaire. En réalité, on fait un peu la différence entre le dernier rapport, disons décembre. En décembre, il nous disait on avait 11,6 milliards de boisseaux. Si aujourd'hui, en mars, on aurait 7,8, mais un moins l'autre, ça veut dire qu'implicitement, il y aurait une consommation d'à peu près 6,2 milliards. OK? Et là, qu'est-ce qu'on sait là-dedans? Ben, il y a une partie qui a été dans l'éthanol, une partie qui s'est consommée via les exportations, et il y a le feed et les résiduels au niveau de l'élevage, qui est toujours une catégorie qui n'est pas vraiment quantifiable de la même manière que l'éthanol ou l'exportation. C'est plus par déduction. Donc, si on a 7,8 milliards et qu'il y a eu tant d'éthanol et tant d'exportation, c'est de dire qu'à quelque part, l'élevage a pris X milliards. Puis ça, ben, ça va être pour du porc, pour du bœuf, pour de la volaille, etc. Ce qui m'a toujours impressionné cette année dans les bilans, c'est que l'élevage, l'année dernière, était environ à 5,6, tandis que là, on a quasiment la même quantité de grains pour l'élevage, alors que le cheptel porcin est à la baisse, le cheptel de bœuf est à la baisse, puis c'est assez stable en volaille. J'ai la misère à me dire comment ça se fait qu'il y ait autant d'élevage que ça par rapport au maïs, alors que la taille des troupeaux ne concorde pas réellement. Ce n'est pas pur comme corrélation, mais j'essaie d'utiliser la tête à papillon. L'exportation, dans le maïs, c'est relativement plus faible que l'année dernière, mais peut-être qu'il va y avoir un regain avec l'Ukraine. Même chose pas même chose en fait, chose un peu différente pour ce qui est des exportations de soya, sont quand même assez bonnes actuellement, meilleures que la moyenne de l'année dernière à ce temps-ci. Et pour le blé, c'est une très grande déception, les exportations de blé. Pourtant, on sait que Russie, Ukraine, etc., bien de la misère à exporter, mais c'est boudé le SOC US. Enfin, c'est les informations que je vous donne. Et là, je rentre dans les ancrages. Ça, c'est très important. Les attentes sont 92 millions d'acres de maïs, 88 pour le soya. Et c'est bizarre, hein? C'est quand même moins de maïs que l'année dernière et relativement un petit peu plus dans le soya. Pourtant, les relations de prix sont clairement à l'avantage de semer plus de maïs, malgré les coûts de semences, d'intrants, de fertilisants, etc. Donc, on a une relation un peu anormale, probablement, étant donné la disponibilité de certains produits et un peu de préoccupation par rapport à ça. Mais pourtant, 92 millions d'acres ne m'apparaît pas un chiffre extrêmement élevé. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup d'informations à gérer jeudi.
Donc, c'est ça. Si vous donnez un peu des probabilités par rapport à ces attentes-là, hein, je parlais de 92, 88, dans le maïs, par exemple, dans les dernières années, ça a été des voies beaucoup plus que prévu, beaucoup moins que prévu. Il ne semble pas avoir une tendance assez claire entre l'information qui va sortir le 31 et les estimés. Donc, c'est pas beaucoup de conclusions que je peux tirer là. Par contre, dans le cas du soya, on voit que depuis un certain nombre d'années, le marché est assez déçu. On prévoit 88, puis pourtant, peut-être qu'il pourrait y en avoir moins si je me fie aux probabilités. On a souvent été déçus de 1 à quasiment 2 millions d'acres de moins que prévu. Et je me demande si cette année, on va continuer dans cette tendance-là ou pas. Donc, ça va sortir jeudi à midi, ces informations-là. D'ici là, mais c'est sûr qu'on va regarder la situation en Ukraine de très près. Alors voilà, bonne fin de journée. Bye.